Avant d'aborder le thème de cette cassette, comme vous le savez, consacrée à l'examen clinique de l'enfant, je voudrais vous faire d'abord un certain nombre de remarques d'ordre général sur ce sujet. D'abord, la démarche générale de l'examen reste identique à celle que vous connaissez déjà chez l'adulte. On y retrouvera les phases classiques habituelles, à savoir, premièrement, l'interrogatoire avec mise en évidence du motif de consultation. Deuxièmement, l'examen en décharge. Troisièmement, l'examen en charge. Quatrièmement, l'étude dynamique. Cinquièmement, l'examen des chaussures. Les consultations dans nos cabinets commencent environ à l'âge de 3 ans. Elles restent rares en deçà dans la mesure où les malformations congénitales du pied sont prises en charge immédiatement par le milieu hospitalier. Elles relèvent d'ailleurs plus d'un traitement kinésithérapique que orthétique. Chez le tout petit enfant, d'une manière générale, le pied plat physiologique ne sera pas appareillé et les semelles ne seront pas indiquées avant l'âge de 5 à 6 ans environ. En effet, jusqu'à cet âge, le pied est hypotonique, il bascule facilement en pronation, son empreinte est celle d'un pied plat du 2e voire du 3e degré. Deux exceptions toutefois à cette règle. Si le jeune enfant présente des chutes fréquentes à la marche ou à la course liées à une adduction excessive des pieds. C'est d'ailleurs le cas d'un enfant que nous examinerons ensemble dans cette cassette. Deuxième exception à cette règle, face à une inquiétude excessive de la maman qui, malgré nos propos rassurants, reste fortement demandeur d'un traitement, même si celui-ci n'est pas justifié sur le plan scientifique. Les semelles seront alors prescrites et exécutées plus dans un but anxiolytique que thérapeutique. Voyons maintenant quels sont les motifs de consultation les plus fréquemment rencontrés chez l'enfant. Ils varieront quelque peu selon l'âge de notre patient. Chez le tout petit, jusqu'à 5-6 ans environ, c'est le plus souvent l'inquiétude de la maman qui a constaté un pied qui bascule en dedans, une absence de voûte plantaire, un genou valgum ou une déformation des chaussures. Il faudra expliquer à la maman que ces phénomènes sont normaux à cet âge et qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'une surveillance annuelle, voire biannuelle. Fréquent motif également, nous venons de le dire, la déduction des pieds. Là encore, c'est un phénomène normal qui justifie l'abstention thérapeutique, sauf, nous l'avons dit, en cas de chute fréquente à la marche ou à la course. De 6 ans à 10 ans environ, les motifs de consultation sont déformation des chaussures, déviation du pied ou des genoux, on m'a dit que mon enfant avait les pieds plats. La consultation pour démarche pied en dedans se raréfie nettement, prouvant la correction spontanée qui s'est déjà effectuée pendant la croissance. Les podalgies commencent à apparaître. Le plus souvent, il s'agira d'ostéodystrophie de croissance, peut-être un peu plus marquée chez l'enfant sportif. Il peut également s'agir d'une déviation rachidienne constatée par le médecin traitant, qui conseille la correction des aplombs plantaires ou la compensation d'une inégalité. Nous exclurons de ce vidéogramme les motifs de consultation qui s'inscrivent dans un contexte particulier tel que traumatisme, contexte neurologique, séquelles de déformation congénitale, etc., pour rester dans ce que l'on pourrait appeler la podologie dite de ville. Chez le préadolescent ou l'adolescent, aux motifs de consultation précédemment exposés, viendront se rajouter des podalgies un peu plus fréquemment rencontrées. Au premier rang de ces douleurs viendront également les ostéodystrophies de croissance, apophysite postérieure du calcanéum, scaphoïdite tarsienne, épiphysite des têtes métatarsiennes, etc. Apparaîtront également les médiotarsalgies internes du pied plat par tiraillement musculo-ligamentaire. On peut voir également des gonalgies mécaniques, en rapport le plus souvent avec un genou valgum et un pied valgus. Ces gonalgies répondent d'ailleurs très bien au traitement par l'orthèse plantaire. Citons également pour mémoire la micropathologie traumatique de l'enfant sportif. Nous éliminons également bien sûr de cette cassette les motifs de consultation qui ne relèvent pas
du traitement par la semelle orthopédique. Je pense notamment aux verrues, aux ongles incarnés, etc. Je conclurai en disant que si l'adulte vient le plus souvent consulter parce qu'il souffre de ses pieds, c'est beaucoup moins fréquemment le cas malgré tout chez l'enfant. Les raisons de sa consultation sont pour la plupart d'entre elles tout à fait spécifiques à cette population. Elles ne doivent pas pour autant vous dérouter. Gardez la logique de l'examen clinique et son plan habituel. Maintenant, place aux images. Voici les images caractéristiques d'une jeune enfant de 3 ans qui présente un tableau clinique tout à fait normal compte tenu de son âge. On peut observer sur la partie gauche de l'écran une vue postérieure montrant la bascule du pied en pronation avec l'affaissement du massif astragalo-scaphoïdien, un genou valgum relativement marqué, le tout s'inscrivant dans un contexte d'hyperlaxité physiologique dans cette zone d'âge. Les empreintes plantaires, comme on le voit, sont celles d'un pied plat du 2e, 3e degré. Cette empreinte s'explique d'une part par l'hyperlaxité articulaire, mais d'autre part également parce que le pied à cet âge est encore potelé et les parties molles sont d'une importance relativement notable. Bien, voici donc le cas d'une jeune enfant de 5 ans qui nous est amenée en consultation par sa maman pour la raison suivante. C'est une jeune enfant qui marche les pieds en adduction, ce qui se trouve à l'occasion de chutes relativement fréquentes. Nous allons donc l'examiner ensemble. Bien, alors le premier temps de l'examen, c'est l'examen en décharge de ce pied. Tu vas t'avancer un tout petit peu sur le bord de fauteuil, voilà, comme ça, c'est très bien. Bien, et on va d'abord faire une inspection visuelle des téguments du pied, temps classique de cet examen en décharge. Fort heureusement, chez les enfants, en général, les troubles statiques n'ont pas encore eu le temps de révéler des hyperkératoses d'appui. Et la plupart du temps, on peut noter une intégrité du revêtement cutané. Deuxième temps de l'examen en décharge, et celui-ci est important, c'est la mobilisation des articulations du pied. Alors, nous allons tester tout d'abord la flexion dorsale de la tibio-tarsienne à la recherche d'une éventuelle rétraction du tendon d'Achille. Ici, ce n'est pas le cas, on le voit, on a une amplitude qui est tout à fait satisfaisante et même au-delà de la normale, témoignant d'une certaine hyperlaxité. Extension de la tibio-tarsienne. On mobilise l'articulation de Chopard et Lisfranc. Ici, on constate une amplitude bien au-delà de la normale qui témoigne là également d'une hyperlaxité articulaire. Mobilisation en pronosupination. On teste la sous-astragalienne. Même chose naturellement sur l'autre pied. Voilà, ici je pense on voit bien la flexion dorsale de la tibio-tarsienne et on va bien voir également l'amplitude de supination qui avoisine les 90 degrés. Normalement, rappelons-le, cette supination est limitée à environ une soixantaine de degrés. Ce bilan articulaire chez l'enfant est très important à réaliser et on recherchera notamment deux choses. D'une part, une hyperlaxité, ce qui est le cas de notre sujet, mais cette hyperlaxité, rappelons-le, est physiologique compte tenu du jeune âge, et on recherchera également d'éventuelles synostoses congénitales du tarse qui sont relativement rares, mais qui malgré tout existent. Et on les détecte tout simplement par une restriction de mobilité bien découverte à la mobilisation au niveau d'une articulation précise. Compte tenu du motif de consultation chez cette jeune enfant qui marche, rappelons-le, les pieds en dedans, on suspecte d'emblée naturellement les classiques problèmes de torsion osseuse du membre inférieur, à savoir une antéversion, une hyperantéversion très exactement du col fémoral, possible associée avec une absence de torsion tibiale
externe. Nous allons donc, en décharge toujours, analyser la rotation de la hanche. La position du sujet est la suivante. On lui demande de s'asseoir sur le bord du fauteuil de telle sorte que les jambes soient tombantes dans le vide. Ici, nous sommes donc la jambe à la verticale, ce qui témoigne de la position neutre au niveau de la hanche. Nous allons mobiliser la hanche de cette manière en élevant le pied et la jambe sur l'extérieur. Et ici, on mobilise donc par rotation de la cuisse, nous mobilisons la hanche en rotation interne. Cette rotation interne, ici, on le voit, avoisine pratiquement les 90 degrés. Dans les conditions physiologiques, cette rotation interne est d'environ 30 à 40 degrés seulement. Cette amplitude excessive peut être attribuée naturellement en partie à l'hyperlaxité du jeune sujet, mais également témoigne en faveur d'une hyperantéversion du col fémoral. En effet, dans ces cas d'hyperantéversion du col fémoral, on a une augmentation tout à fait nette de l'amplitude de hanche en rotation interne, alors que cette amplitude en rotation externe va être au contraire quelque peu diminuée. Ici, c'est également le cas. Nous avons environ 30 degrés d'amplitude en rotation externe, alors que la normale fixe cette amplitude à 60 degrés. Nous allons tester l'autre hanche. Donc, rotation interne, nous le voyons, 80 degrés facilement. Rotation externe, un petit peu limitée, environ une quarantaine de degrés. Donc, ce test de la rotation interne permet de suspecter l'hyperantéversion fémorale, physiologique à cet âge, rappelons-le, mais qui explique en partie la démarche en adduction. Naturellement, cette mobilisation n'est qu'un dépistage clinique et seule l'étude au scanner pourrait nous confirmer ou non l'hyperantéversion en précisant également sa valeur. Mais ce scanner, compte tenu de la complexité de l'examen, n'est pas demandé d'une façon systématique. Voilà donc les principaux points de l'examen en décharge et nous allons ensuite examiner cet enfant debout sur le podoscope. L'examen en charge sur le podoscope comporte les temps habituels de cette partie de l'examen clinique et nous allons d'abord analyser les empreintes plantaires vues sur le podoscope en jugeant de la hauteur ou de l'affaissement de l'arche interne. Nous étudions l'équilibre postérieur du calcanéum. Dans le cas présent, nous pouvons constater un léger équilibre valgisant. Et nous allons également rechercher une éventuelle déviation du genou dans le plan frontal. Tu veux rapprocher tes deux pieds et les coller l'un contre l'autre? Vas-y, rapproche tes deux pieds. Voilà, tu rapproches encore un petit peu. Très bien, voilà. Nous pouvons constater un discret genuvarum, mais attention, il s'agit en fait d'un faux genuvarum. En effet, l'hyperlaxité articulaire place le genou en récurvatum, ce qui a pour effet d'éloigner l'un de l'autre les condyles fémoraux internes. Les empreintes, comme vous pouvez le constater, sont celles d'un pied plat du 2e degré, mais compte tenu de l'âge du sujet, ces empreintes ne sont pas significatives. L'examen de profil nous permettra fréquemment de mettre en évidence un genu-recurvatum plus ou moins accentué, ce genu-recurvatum s'inscrivant et confirmant donc l'hyperlaxité que nous avons pu détecter lors de la phase de mobilisation dans l'examen en décharge. L'examen de face va nous permettre de confirmer ce que nous avons déjà pu observer en vue postérieure. On pourra éventuellement remarquer une poussée en interne du médiotarse. On retrouvera naturellement la déviation éventuelle du genou dans le plan frontal, soit en genou valgum, soit en genou varum. Mais dans le cas présent, et compte tenu du motif de consultation, eh bien, nous allons ici rechercher l'état de torsion tibio-péronnière du membre inférieur.
Pour ce test, nous procédons de la façon suivante. Ici, le sujet s'est mis spontanément dans cette position que vous voyez. Les rotules sont manifestement relativement orientées en dedans. Nous allons donc ouvrir un petit peu le pied. Voilà, tu vas ouvrir un peu ton pied, tu étends tes genoux comme ça. Voilà, de façon à mettre les rotules dans un plan le plus frontal possible. Dans les conditions normales, la rotule étant strictement de face, le pied doit être orienté par rapport à l'axe sagittal d'un angle d'environ une quinzaine de degrés, ce qui correspond à l'angle de Fick lors de la marche qui est de 30 degrés entre les deux pieds. Sur le membre inférieur droit, ici, eh bien, la rotule étant de face, nous avons environ ces 15 degrés. On peut donc en déduire avec une relative certitude que le degré de torsion tibio-péronnière externe est à peu près ici à sa valeur normale. Donc, cette rotation interne à la marche et cette adduction du pied à la marche vient vraisemblablement d'une hyperantéversion du col fémoral et non pas d'une torsion tibio-péronnière inférieure qui n'a pas encore effectué sa position en externe. Autre signe également, si l'on regarde la position des deux malléoles, eh bien on constate ici que la malléole péronnière est située comme elle doit l'être normalement, un petit peu plus bas et un peu plus en arrière que la malléole tibiale. Donc ceci nous confirme également qu'il y aurait une torsion tibio-péronnière externe à peu près physiologique. Voyons maintenant sur le pied, sur la jambe gauche, ce qu'il en est. Voilà, donc sur la jambe gauche, nous avons positionné la rotule dans le plan frontal et nous analysons maintenant l'orientation du pied, toujours par rapport à l'axe sagittal. Eh bien ici, il y a un angle peut-être un petit peu moins marqué que sur le pied droit. Cet angle semble un peu inférieur, donc il témoignerait d'une hypertorsion tibiale externe un peu moins marquée que du côté droit. Ce qu'il faut bien dire sur cet examen clinique d'étude des torsions du membre inférieur, il n'est pas toujours facile, bien sûr, de mettre la rotule dans un plan strictement frontal. Et cet examen présente quand même une certaine marge d'erreur et il faut essentiellement le considérer comme un dépistage permettant de suspecter, soit, nous l'avons dit tout à l'heure, une hyperantéversion du col fémoral, soit une anomalie de la torsion tibio-péronnière externe. Seul le scanner, répétons-le, peut confirmer avec certitude ces anomalies. Pour maintenant encore mieux comprendre l'origine de l'adduction des pieds lors de la marche de cet enfant, eh bien, il va donc nous falloir l'étudier maintenant en dynamique et notamment en observant l'orientation des rotules lors de la marche. Si les rotules sont orientées en dedans, eh bien cela sera la confirmation de la présence d'une hyperantéversion du col fémoral. Bien, alors, lors de la marche, nous allons observer plusieurs choses. Tout d'abord, nous allons analyser le degré d'adduction des pieds. On le constate ici, la marche effectue pieds soit parallèles, soit franchement en adduction, avec un degré naturellement variable d'un pas à l'autre. De dos, nous allons également vérifier l'équilibre de l'arrière-pied pour noter une éventuelle aggravation d'un valgus calcanéen. De face, nous allons maintenant observer la position des rotules qui va donc nous renseigner sur cette probabilité d'hyperantéversion du col fémoral. Dans le cas de notre sujet, on le voit assez nettement, ces rotules sont orientées en dedans lors de la marche, laissant donc suspecter cette hyperantéversion. Normalement, rappelons-le, la rotule doit rester dans un plan strictement frontal.
Examinons cette même démarche à l'aide du ralenti. Cet examen de l'enfant, comme celui de l'adulte d'ailleurs, se terminera par l'étude de la chaussure et de ses éventuelles déformations ou points d'usure anormaux qui sont, comme on le sait, extrêmement révélateurs du comportement dynamique du pied. Sur cette chaussure, on recherchera une déformation du contrefort en appréciant le déséquilibre de la couture postérieure. Celle-ci doit normalement rester verticale. En cas de valgus, elle s'inclinera comme ceci en bas et en dehors, en cas de varus dans l'autre sens. Et elle reflète en fait l'axe vertical du calcanéum en dynamique. La tige elle-même, tout au moins le contrefort lui-même, peut présenter également cette déformation en valgus, en varus comme ceci, ou en valgus. On regardera dessous les points d'usure au niveau du talon antérieur, du talon postérieur. Cet examen de la chaussure est également très important à faire chez l'enfant qui vient faire renouveler ses semelles. En effet, 6 mois après, la chaussure aura mémorisé en quelque sorte le nouvel équilibre du pied au cours de la marche et vous saurez avec certitude si la semelle que vous avez réalisée était hypocorrectrice ou au contraire trop correctrice et d'y apporter les modifications éventuellement nécessaires. La pièce maîtresse de l'orthèse plantaire, permettant d'ouvrir quelque peu l'angle du pas, est représentée par un élément pronateur de préférence antérieure. Sa limite postérieure se situera à l'aplomb de chopard externe environ pour assurer une action efficace sous-styloïdo-cuboïdienne. Hauteur à ce niveau 5 à 6 mm environ. Ce coin pronateur antérieur sera utilement prolongé en avant par des éléments sous-capitaux externes, hauteur 2 mm environ. S'il existe un valgus calcanéen, on pourra contrebalancer l'effet de ce coin pronateur antérieur par un coin supinateur postérieur, ne corrigeant toutefois que partiellement le déséquilibre calcanéen. Ainsi, sous l'action de l'orthèse, l'ouverture du pas, certes discrète, est toutefois suffisante pour annuler les chutes lors de la marche ou la course. Ensuite, il faut naturellement attendre que la nature fasse son travail en ramenant progressivement l'antéversion et la torsion tibiale à leur valeur normale. Celle-ci est en général atteinte vers 8 à 10 ans environ. Voici une vue axiale supérieure du fémur, mettant en évidence l'angle d'antéversion du col, qui se forme entre une droite tangente à la face postérieure des condyles fémoraux et l'axe géométrique du col. Encore appelé angle de déclinaison, il est en fait le résultat d'une torsion de la diaphyse fémorale sur elle-même. D'une valeur d'environ 35 à 40 degrés à la naissance, il se fermera progressivement pour atteindre sa valeur normale d'environ une vingtaine de degrés. À l'âge de 8 ans environ, cette détorsion fémorale devrait être terminée. Certains auteurs considèrent qu'elle doit même l'être aux environs de 5 à 6 ans. En fait, seul nous intéressera ici le raisonnement, car cette variation de l'angle d'antéversion fémorale n'est pas sans influencer la marche du jeune enfant. Ce schéma montre les rapports physiologiques au niveau de l'articulation coxo-fémorale dans le cas d'une antéversion normale. On remarquera
que la rotule est située dans le plan frontal. Plaçons maintenant le col en hyper-antéversion. On constate que la tête a tendance à se luxer du cotyle. Dès lors, le sujet ne pourra que compenser par une rotation interne de hanche pour replacer convenablement la tête fémorale dans la cavité cotyloïdienne. La rotule s'oriente maintenant en dedans. Cette orientation rotulienne est un signe clinique que l'on recherchera lors de l'étude de la marche. Il permet en effet de suspecter fortement une antéversion exagérée du col fémoral. Cette rotation interne compensatrice de la hanche entraîne avec elle la jambe dans le même sens et le pied s'oriente tout naturellement en dedans. L'adduction du pied est d'autant plus marquée chez le jeune enfant qu'il n'existe pas encore de torsion tibiale externe. On le vérifiera cliniquement en constatant que la malléole externe n'est pas encore située plus en arrière que l'interne. L'acquisition de cette torsion tibio-péronnière externe permettra de diminuer petit à petit la déduction du pied à la marche. Voyons maintenant plus précisément l'évolution dans le temps de ces différentes torsions osseuses. Au cours de la croissance, l'hyper-antéversion va progressivement tendre vers sa valeur normale. La rotule retrouvera une orientation de plus en plus frontale. Parallèlement, le tibia va s'installer en torsion externe et la malléole péronnière va progressivement se situer plus en arrière que l'interne. Ces deux facteurs vont donc concourir à l'ouverture progressive du pas lors de la marche. Regardons ce phénomène en animation. Si l'hyperantéversion ne se corrige pas ou se corrige trop tardivement, une compensation s'effectuera par une torsion tibio-péronnière externe exagérée qui pourra persister à l'âge adulte pour son propre compte, entraînant la plupart du temps un syndrome rotulien d'hyperpression externe en raison d'une implantation trop en dehors de la tubérosité tibiale antérieure, point d'insertion du tendon rotulien. Voici l'exemple caractéristique d'un adulte ayant conservé une hyperantéversion fémorale. Il s'associe une hypertorsion tibiale externe avec tubérosité tibiale antérieure implantée trop en dehors et aspect typique du genou en baïonnette. On comprend aisément que lors de chaque contraction du quadriceps, la rotule sera subluxée en dehors avec hyperpression dans sa partie externe sur le condyle fémoral externe. Mais revenons maintenant au sujet principal de notre cassette, à savoir l'examen de l'enfant. Le cas de cette jeune demoiselle qui s'appelle Oriane, je crois, c'est ça? Voilà, et tu as quel âge? 7 ans. Alors, tu vas nous expliquer pourquoi tu viens nous voir, enfin pourquoi maman t'emmène me voir. Explique-moi un petit peu. Tu as mal dans les pieds, je crois, hein? Oui, tu peux me montrer où tu as mal? Tu as mal ici dans le talon. Tu as mal dans l'autre talon aussi ou c'est que le pied gauche? Surtout le pied gauche, mais tu as aussi mal dans celui-ci, c'est ça, hein? Bon, depuis quand tu as mal? Ça fait longtemps? Oui. Oui, c'est quoi longtemps ça? C'est 15 jours, c'est 1 mois, c'est 3 mois? Tu sais pas. Hein? Bon. Enfin, c'est pas il y a 3 jours. Il y a 3 jours, la maman elle va peut-être... Oui. Bon, donc 15 jours. 15 jours à peu Et près. une fois, elle me l'avait déjà signalé, Ouais. puis ça s'était passé. D'accord, d'accord. Tu as mal quand? Uniquement quand tu marches ou tu as mal quand tu es assise? La nuit ça te réveille? Non. Des fois quand je fais la gym et quand je viens de l'école. Ah, quand tu fais la gymnastique et quand tu reviens de l'école. Ah. Et ça te fait très très mal ou c'est simplement une petite douleur qui... Bah, au début, je sens pas, après ça commence à venir et ça passe. Ouais.
La Vous avez dernière fois, remarqué, elle en madame, pleurait, hein. elle en pleurait, oui, quand même, oui. Vous avez remarqué, madame, effectivement, que les jours d'activité sportive, Très ouais, net, très net. c'est très Après net. le volet, la dernière fois Ouais, après le volet. ouais, très très net, d'accord. Bon, alors vous l'avez déjà maintenant effectivement compris, ce petit interrogatoire nous a permis quasiment d'emblée de suspecter les classiques troubles des ostéodystrophies de croissance. L'interrogatoire étant effectué, nous allons maintenant rechercher par la palpation ce point douloureux et donc comme ceci. Alors nous allons palper la partie, le bord postéro-inférieur et latéral inférieur de calcanéum à la recherche du point douloureux typique dans la maladie de Sévère. Est-ce que tu as mal là, quand j'appuie comme ça? Tu me dis, oui, ça fait mal. Ici, ça fait mal aussi? Ouais. On appuie quand même assez fortement avec la pulpe du pouce et on retrouve donc typiquement cette douleur à la jonction de la face postérieure latérale et de la face plantaire du calcanéum. Donc ici, la maladie de Sévère ne fait quasiment aucun doute. La radiographie n'est pas un élément essentiel du diagnostic qui restera essentiellement clinique. Elle sera malgré tout demandée pour éliminer une autre cause. L'aspect fragmenté du noyau secondaire d'ossification peut en effet s'observer en dehors de toute symptomatologie douloureuse. Il faut quand même éventuellement différencier, faire le diagnostic différentiel avec une tendinite d'Achille, rare chez les enfants, mais malgré tout, il faut y penser. On pince donc latéralement le tendon d'Achille comme ça. Est-ce que tu as mal quand je pince comme ça? Là, ça fait mal ou pas? Non? Pas de douleur ici? Bon, le reste de l'examen se poursuit de façon traditionnelle. Exploration, bilan articulaire, examen cutané comme à l'habitude. Voilà, nous allons donc maintenant pouvoir passer à l'examen, la deuxième phase de l'examen en charge sur le podoscope. Tout d'abord, on examinera l'enfant de dos en appréciant la statique d'ensemble de ses membres inférieurs. Voici le tableau clinique tout à fait typique. Il y a, on le constate, une déviation en valgus de l'arrière-pied, le plus souvent bilatérale. Le degré de valgus, bien sûr, étant variable. Dans le cas présent, il est quand même relativement marqué et de dos, il est donc tout à fait visible. On constate, en rapport avec ce valgus, la saillie plus accentuée de la malléole tibiale, un effacement relatif de la malléole péronnière et l'on voit également la poussée en interne du médiopied. L'examen de face de ce même pied nous montre la désaxation antérieure qui existe entre l'axe vertical du tibia et l'axe du pied. On retrouve en externe le classique coup de hache tibio-péronnier. On recherchera ensuite une éventuelle déviation du genou dans le plan frontal. Le plus fréquemment, on pourra observer, surtout chez le jeune enfant, une déviation en genu valgum. On mesurera cliniquement ce genu valgum en évaluant l'espace intermalléolaire. On fait toucher les deux condyles fémoraux internes sans serrage excessif. Il faut le doigt puisse passer en forçant comme ceci. Et on mesure l'espace intermalléolaire ici de travers de doigt. Examen de profil, on recherchera un éventuel genu recurvatum, fréquent également chez le jeune enfant, puisqu'il s'inscrit dans le contexte d'une hyperlaxité articulaire. De face, nous retrouverons l'éventuel genu valgum ou genu varum, et on étudiera éventuellement, ou l'on recherchera éventuellement des anomalies de la torsion tibiale ou de la torsion fémorale. Nous allons passer maintenant à l'étude des empreintes plantaires. Nous constatons dans le cas présent que l'empreinte plantaire présente un décollement et une interruption de sa bande externe d'appui, aussi bien sur le pied gauche que sur le pied droit. Et nous avons ici le classique dilemme pied creux ou pied valgus. Pour faire la différence, le procédé est extrêmement simple. Il suffit manuellement de réduire
le valgus calcanéen et de repositionner l'arrière-pied selon son axe physiologique. On lit maintenant la nouvelle empreinte et, comme vous le constatez, cette empreinte redevient tout à fait physiologique. Par la même occasion, le médiopied qui était affaissé retrouve ici une cambrure tout à fait physiologique. Nous sommes donc ici en présence d'un pied valgus postural typique chez l'enfant. Le déséquilibre, le primum movens, se trouve au niveau du calcanéum qui chute en valgus par l'hyperlaxité ligamentaire. Pousse le médiopied, celui-ci s'affaisse et la pronation globale du pied provoque le décollement de la bande externe, simulant l'empreinte d'un faux pied creux. Autre signe très caractéristique de l'empreinte des pieds valgus, l'orientation du talon postérieur. Regardez sur ces empreintes de notre sujet, imaginez un axe antéro-postérieur sur l'empreinte talonnière. Vous le voyez, cet axe se dirigerait nettement en dedans, même de la première tête métatarsienne. Normalement, cet axe talonnier doit être orienté vers la 4e ou la 5e tête métatarsienne. S'il est orienté en dedans, comme c'est le cas présent, c'est la preuve d'un valgus calcanéen relativement marqué. Corrigeons de nouveau ce pied. Voilà. Regardez comme l'empreinte se normalise de nouveau. Le doute ici n'est donc pas permis ni possible. On ne peut confondre ce pied avec un pied creux. Il s'agit, répétons-le, d'un pied valgus postural avec affaissement secondaire du médiopied. On ne terminera pas bien sûr cet examen clinique sans étudier la démarche. Nous rechercherons le comportement de l'arrière-pied en dynamique. Notamment, il faut savoir si les troubles que nous avons pu observer en statique sur le podoscope sont conservés à la marche, s'ils sont amplifiés ou s'ils sont minorés. Nous étudierons également l'angle d'ouverture du pas. Deux possibilités pour l'appareillage de la maladie de Sévère, soit une simple talonnette mousse de 8 à 10 mm de hauteur, si l'on a affaire à un enfant sportif, ou si les douleurs sont importantes, notre préférence ira alors vers l'élément arciforme de décharge en mousse qui assure une excellente protection et un excellent résultat antalgique. En décharge, il est déjà plat. La dénivellation entre l'avant-pied et l'arrière-pied est très faible, voire inexistante. Voici, à l'inverse du cas précédent, un sujet qui présente un affaissement de la voûte plantaire avec ici une poussée interne du médiotarse bien visible des deux côtés. On pourra remarquer que le calcanéum a conservé un équilibre relativement proche de la norme. Tout au plus existe-t-il un discret valgus. De face, on pourra constater la cassure qui existe entre l'axe du tibia et l'axe du pied, témoignant de la poussée du médiotarse en dedans. Les empreintes plantaires, ici, nous montrent l'empreinte caractéristique d'un pied plat de type structural. Contrairement au cas précédent, on peut constater ici que la bande externe se trouve très nettement élargie. L'arche interne est notablement affaissée, les doigts ne peuvent glisser dessous. Alors que dans le cas précédent, si vous vous souvenez, cette bande externe était inexistante en raison de la pronation globale du pied. Ici, il n'y a pas de pronation du pied, ni de valgus calcanéen. Par contre,
c'est la structure même, l'architecture même de ce pied qui est effondrée. Même si l'on tente de réduire le peu de valgus qui existe au niveau du calcanéum, une empreinte physiologique ne réapparaît pas pour autant, confirmant bien le côté structural de ce pied plat. L'examen de la chaussure, bien sûr, reste un temps essentiel de l'examen clinique et vient en général le conclure. Dans le cas présent, on peut constater que la chaussure à gauche comme à droite a conservé au niveau de l'arrière-pied un équilibre normal. Il n'y a pas de déformation du contrefort, ni en valgus, ni en varus. Ce qui témoigne qu'en dynamique, le calcanéum reste à peu près perpendiculaire par rapport à son plan de marche. Par contre, l'examen de cette même chaussure en vue légèrement dorsale comme ceci montre que la tige ici a enregistré et mémorisé la poussée du médiotarse en interne. De face, l'examen de la chaussure nous révélera la déviation globale en pronation et nous montre de nouveau la poussée ici en interne du médiopied. Le pied creux idiopathique ne se rencontre guère chez l'enfant avant 7 ou 8 ans environ. L'examen en décharge nous révèle un profil interne ici caractéristique où, on le constate, le cavus est nettement exagéré et on note très bien la dénivellation qui existe entre l'avant-pied et l'arrière-pied. Pour apprécier cette dénivellation, il faudra prendre soin de mettre l'articulation tibio-tarsienne en position neutre, comme ceci. On testera également en décharge la réductibilité de cette dénivellation en bloquant fermement l'arrière-pied et en poussant sur l'avant-pied. L'examen en charge en vue postérieure nous révèle un valgus calcanéen bilatéral un peu plus accentué à droite. Les empreintes du sujet présentent une absence de bande externe. Cette bande externe a deux raisons dans le cas particulier d'être absente. Premièrement, nous l'avons vu en décharge, il existe une morphologie typique de pied creux. Deuxièmement, il existe un valgus calcanéen, cette pronation de l'arrière-pied provoquant, comme dans le cas d'un pied valgus tout court, provoque un décollement de la bande externe d'appui. Pour savoir quelle est la part de décollement de la bande externe due au valgus et la part imputable au seul pied creux, eh bien, nous allons manuellement ou par tout autre procédé remettre le calcanéum dans sa position verticale et nous lirons la nouvelle empreinte ainsi obtenue. Voilà, on corrige le valgus, vous voyez l'empreinte se modifier. Ici, l'axe calcanéen est sensiblement vertical. On constate que la bande externe, pour autant, ne réapparaît pas dans sa largeur totale. Il persiste une discrète interruption au niveau de la styloïde. Donc, nous avons affaire en charge à un pied creux du premier degré, limite deuxième degré, après correction du valgus calcanéen. Alors qu'à première lecture, on aurait pu penser à un pied creux du troisième degré, étant donné l'interruption complète de la bande externe d'appui. Nous allons relâcher la correction. Voilà, le pied retrouve sa position en valgus et vous constatez de nouveau le décollement de la bande externe.
Même opération à gauche. Contrairement à l'empreinte du pied valgus. Ici, la bande externe ne réapparaît pas normalement. Si le pied est simplement valgus, cette bande externe, rappelons-le, doit redevenir normale après correction de la déviation calcanéenne. Nous allons donc examiner l'ensemble de l'équilibre de l'appareil locomoteur et notamment l'équilibre pelvi-rachidien. Les points que nous allons observer ou étudier seront les suivants. Tout d'abord, nous allons rechercher une éventuelle inégalité de longueur des membres inférieurs. Pour ce faire, nous disposons de plusieurs repères anatomiques. Nous pouvons éventuellement apprécier la hauteur comparative au niveau des plis poplités. Normalement, ces plis poplités doivent être à la même hauteur. Il y aura également la hauteur des deux plis sous-fessiers, constituant un excellent repère anatomique permettant un très bon dépistage des inégalités de longueur des membres inférieurs. On appréciera également la rectitude ou non de la colonne vertébrale. Un éclairage quelque peu latéralisé, comme c'est le cas ici, permet de mieux mettre en évidence le relief de ce rachis. Comme vous le constatez ici, le rachis est parfaitement rectiligne. On doit également observer une symétrie à peu près convenable des lumières thoraco-brachiales, c'est-à-dire le jour qui est dessiné par le bras et le thorax, ici. Ces deux lumières doivent être à peu près symétriques. On examinera également la hauteur comparative des deux épaules. De profil, nous apprécierons également les courbures physiologiques du rachis et nous pourrons juger ou non de leur éventuelle accentuation. Nous allons examiner ensemble ce jeune garçon qui présente un raccourcissement de la jambe gauche avec déviation scoliotique compensatrice. La vue générale de dos nous montre l'ensemble de son déséquilibre. On pourra notamment constater l'asymétrie des lumières thoraco-brachiales avec une lumière plus grande du côté gauche que du côté droit. L'éclairage latéral nous permet de bien mettre en évidence la déviation rachidienne. L'analyse de la hauteur des plis poplités nous montre un net décalage, le pli poplité gauche étant par évidence plus bas que le droit. On trouve le même décalage au niveau des plis sous-fessiers, qui confirme donc l'inégalité de longueur. Lorsqu'elles sont visibles, les fossettes sacrées fournissent également un bon repère d'équilibration. Ici, nous les avons matérialisées par les deux petites croix et nous avons joint ces deux croix par une ligne qui est censée représenter l'inclinaison du plateau sacré. Si l'on examine maintenant le rachis, on constate une attitude scoliotique, semble-t-il à grand rayon de courbure, convexe du côté gauche. Il est donc maintenant nécessaire de savoir si cette déviation rachidienne est strictement compensatrice de l'inégalité de longueur et de la bascule pelvienne qui en est la conséquence, ou s'il s'agit au contraire d'une scoliose vraie. Pour faire cette différence, nous allons étudier le test de l'antéflexion. Nous allons demander au sujet de se pencher lentement en avant en laissant tomber les bras et la tête. Alors mon grand, veux-tu te pencher un petit peu en avant? Voilà, très doucement. Vas-y, stop, 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 stop. Et pendant cette flexion du tronc, nous allons vérifier que les deux masses paravertébrales, droite et gauche, sont bien au même niveau et dans le même plan
horizontale. Autrement dit, vérifier l'absence ou au contraire la présence d'une gibbosité. On vérifie ça sur l'étage dorsal, dorso-lombaire et également lombaire. Nous demandons donc au sujet de poursuivre sa flexion antérieure. Voilà, tu vas te pencher encore. Très bien. Il s'agit d'une attitude scoliotique compensant l'inégalité de longueur. Les deux masses paravertébrales gauche et droite doivent rester dans le même plan, nous venons de le dire. Mais également, la déviation rachidienne doit se réduire totalement. C'est le cas présent. On voit que le rachis retrouve une rectitude convenable en flexion antérieure du tronc. Ici, nous sommes sur le segment lombaire et dorso-lombaire. Que le sujet va se redresser progressivement. Voilà, tu peux te redresser doucement. Nous constatons la rectitude au niveau dorsal. Nous allons maintenant vérifier la réduction de l'attitude scoliotique en corrigeant l'inégalité de longueur à l'aide de cales millimétrées. L'écran vient d'être divisé en deux parties. Sur la partie gauche, l'image de notre sujet avant correction a été mémorisée et vous permettra donc de comparer sur cette référence. À droite, eh bien, nous avons mis sous la jambe gauche une talonnette d'environ 1 cm d'épaisseur et on peut constater une amélioration très nette de la statique vertébrale. Ce qui est donc bien la preuve supplémentaire que l'attitude scoliotique précédemment observée venait en compensation à la bascule pelvienne. L'utilisation des cales millimétrées se fera en vérifiant le rattrapage de hauteur au niveau des deux plis sous-fessiers. Lorsque ceux-ci seront de nouveau au même niveau, nous aurons ainsi une évaluation relativement précise de l'importance de l'inégalité. Naturellement, cette mesure clinique doit ensuite être confirmée par un éventuel examen radiologique. Rappelons que ces inégalités chez l'enfant doivent nécessiter une surveillance régulière, environ tous les 6 mois. En effet, la loi de la croissance alternée nous apprend que la croissance en longueur des membres inférieurs n'est pas linéaire, mais par à-coups, et une inégalité observée à un instant donné peut être strictement transitoire. Il faudra donc confirmation dans le temps de la persistance de ce raccourcissement avant d'envisager une correction par talonnette ascensionnelle. Voici un autre cas clinique de déviation rachidienne dans le plan frontal. L'examen debout en vue postérieure révèle une asymétrie des lumières thoraco-brachiales. Regardez à gauche la plus grande ouverture. Une asymétrie de hauteur des épaules. Épaule gauche plus basse. Enfin, nettement visible, une convexité lombaire gauche. Il existe également une convexité dorsale à droite, peu visible, il est vrai, sur cette prise de vue. Attitude scoliotique, scoliose vraie. Seul le test de l'antéflexion pourra nous permettre de faire la différence. On demande donc au sujet de se pencher lentement en avant, ce qui permet de constater la présence d'une gibbosité dorsale à droite. Remarquez la différence de hauteur des deux masses paravertébrales. Par ailleurs, la convexité lombaire ne se réduit pas du tout. En vue de face, on constate également la présence d'une courbure dorsale convexe à la droite du sujet, c'est-à-dire pour vous à gauche de votre écran. Convexité dorsale non réductible en flexion antérieure du tronc
pas plus d'ailleurs que la contre-courbure lombaire déjà observée en vue postérieure. Ces deux signes cliniques, gibbosité dorsale, persistance des courbures, révèlent ici non plus une banale attitude scoliotique compensant une inégalité de longueur, mais bien une scoliose vraie, obéissant à des mécanismes totalement différents. C'était